Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ça y est, c'est l'heure du sérieux dans cette émission. On va commencer à mettre les mains dans le cambouis de l'actualité pour faire le tour des sujets. Vous en avez eu un aperçu. Est-ce que vous sentez Nicolas Quipé, c'est-à-dire être dans cette classe moyenne qui a l'impression de trinquer à chaque fois qu'il faut réparer, qu'il faut payer, qu'il faut organiser des dépenses inutiles dont l'État est incapable de se séparer? Vous voulez réagir ou au contraire vous trouvez ça normal? On est en France, on paye des infos, peut-être trop, mais alors qu'est-ce qu'on a comme avantage? Les services publics, l'hôpital. Vous connaissez le refrain, vous avez le numéro également, 0826 300 300. Et puis dans ce contexte de menace, Emmanuel Macron risque d'évoquer dans 2 jours, 13 juillet, le retour d'une forme de service militaire. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce qu'il a été supprimé pour de bonnes raisons? Les menaces, elles existent, mais c'est certainement pas par l'engagement de quelques jeunes qu'on va envoyer certainement dans une caserne inhabitée au cœur de l'été qu'on va résoudre et qu'on va pouvoir se réarmer face à la Russie. En tout cas, ça y est, vous avez un peu le programme. Et avant ça, laissez-moi vous présenter ceux qui sont entrés dans ce studio comme de vrais guerriers. Arnaud Stéphane, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'agence La Note de Com. Merci d'être avec nous ce matin. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, bonjour. Bonjour. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication et auteur de Anthologie de la com aux éditions Bréal. Et Mehdi Reich, aussi analyste politique. Merci d'être dans ce studio tous les 4. Et avant qu'on balaye ces sujets en compagnie des auditeurs, c'est l'heure de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Coup de gueule notamment d'Arnaud Stéphane qui commence, et j'ai vu le sujet qui me fait sourire parce que c'est typiquement ce que j'adore et typiquement ce qu'on ne voit que dans certaines grandes villes, le bar d'Édith Piaf qui est menacé par 3 bourgeois ronchons. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement. Bidou vaincra. On est là, Arnaud. Une petite rue de Paris. Très vite, une pétition. Et à chaque fois que vous citez ce nom, les gens disent mais c'est où ça? Rue Anatole de la Forge. C'est une rue dans le 17e arrondissement, proche de l'Étoile. Et il y a un établissement qui a été ouvert en 1932, qui s'appelle le Bidou, en référence à un jeu de dés auquel on ne joue absolument plus, une espèce de 421 un peu. Voilà. Ce bar, tout en bois, avec des vitres, vitrail, avec des cuivres, etc., était le bar d'Édith Piaf. Alors il a une histoire fantastique, parce que Édith Piaf habitait l'immeuble juste à côté, et donc elle en avait fait son QG. Ça a été un bar qui a été fréquenté par les intellectuels, les artistes avant-guerre, de l'ouverture de 1932. Après, c'est malheureusement devenu un bar célèbre de la collaboration. Puis après, c'est devenu le bar des officiers américains. Tous les grands endroits à la mode à Paris, malheureusement. Les officiers américains à Paris en avaient fait leur cercle. Et puis, dans les années 50, 60, c'est redevenu le bar des amis d'Édith Piaf, les acteurs, etc. Et bien parce que c'est une rue qui est composée quasiment que de bureaux, souvent, dans ce quartier de l'Étoile. C'est une rue qui rejoint l'avenue de la Grande Armée, c'est ça, à Paris. Et tel Maurice Lecoq, vous en souvenez de Maurice Lecoq? C'était ce coq à qui on avait demandé d'arrêter de chanter. Et son propriétaire avait été condamné quand même à 3 000 € de dommages et intérêts parce que de jeunes urbains, comme on dit. Donc, et tu veux faire un poulailler dans ce bar? Des casse-pieds étaient arrivés et ils disaient ça va, il fait du bruit le coq. Et en plus il me réveille. Et puis après il y a un drôle de bruit. Oui, c'est un clocher, c'est une église, c'est normal, ça fait du bruit comme ça. Donc aujourd'hui ça a été protégé, ces bruits ont été protégés. Et là on se retrouve donc avec un bar qui va fêter dans 7 ans son siècle. Quand même, qui a un endroit invraisemblable. Il n'y a pas de musique à l'extérieur, il n'y a rien, sauf qu'il y a des gens qui ont acheté 2 appartements anciens bureaux dans cette rue et qui tout d'un coup décident que il faut changer ce qui s'est passé pendant 93 ans dans cette rue et que il y a des voitures qui se garent, il y a des gens qui discutent et que donc il faut fermer cet établissement. Oui, c'est un endroit qui est vivant, c'est insupportable. Mais c'est invraisemblable. Pourquoi faire ça avec que des gens gentils, polis, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a quand même avis de disparition. On aimerait bien voir le maire du 17e parce que qui connaît bien cet établissement, mais qui a décidé tout d'un coup qu'il avait changé de numéro de téléphone, qu'il ne répondait plus aux appels. Il a disparu. La police qu'on voit jamais dans le 17e, puisque les trottoirs sont devenus des autoroutes avec des trottinettes électriques et des vélos. Et ben là, en revanche, ils sont là quasiment tous les soirs à l'appel. Ça pose de problème à personne. Et ça pose de problème à personne. Fermeture du bar d'Édith Piaf. Je vous ai vu sourire dans la description d'Arnaud Stéphane, Patrick Vignal. Ben oui, écoutez, moi je pense qu'il pourrait être candidat à la mairie de Paris. Redonner à Paris son essence, sa dynamique. Moi qui suis montpelliérain, franchement, je suis depuis 2 mois à Paris. Vous avez une ville extraordinaire.
je voudrais vous le dire, où ça vit encore. Et c'est vrai qu'on se retrouve effectivement, bon, je vois bien dans le rural, où les mecs qui arrivent, souvent des parigots d'ailleurs, ils veulent pas le coq, ils veulent pas le clocher, enfin quand même. Mais dans ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des Parisiens maintenant veulent vivre dans des quartiers morts, c'est-à-dire les Parisiens pure souche ne supportent plus la présence d'un bar, la présence d'un restaurant, même la présence d'un supermarché. Vous avez une pétition qui tourne parce que vous comprenez, s'ils ouvrent tôt et qu'ils arrivent avec des palettes dans la rue, ça va faire du bruit. Il faudrait quand même pas que Mireille se réveille. Et ça, c'est vrai que c'est quand même toujours Augustin est marin. On est totalement sur la discrimination de prénom ce matin. C'est gratuit, ça n'a aucun sens. Frédéric Fougeras, c'est vrai que les lieux mythiques, notamment à Paris, ont maintenant l'habitude de devenir ou des endroits à la mode un peu vulgaires, ou des endroits qui disparaissent dans une indifférence crasse. Oui, mais c'est le principe même de la vie qui est souvent remis en cause. Moi, je suis parisien, donc je suis le premier concerné. Je vois beaucoup de polémiques, par exemple, sur les horaires de fermeture des restaurants. Ou je ne sais pas si vous le savez, si nos auditeurs le savent, à Paris, les restaurants, les terrasses doivent fermer à 22h30. Ça veut dire qu'un restaurateur, en fait, il doit recevoir ses derniers clients vers 19h30, 20h, parce que s'il les a pas foutus dehors à 22h30, il a 135 € d'amende. Il y a des gens qui les cumulent tous les jours. Il y a un moment, si je décide d'habiter au-dessus d'un restaurant, oui, a priori, il y aura un peu d'animation et il y aura un peu de bruit. Je ne dis pas que le bruit n'est pas un problème, mais c'est un vrai problème dans nos sociétés. Dans les sociétés asiatiques, il y a une culture du bruit qui est très différente. On respecte le silence. Nous, on respecte le calme. Nous, on est moins dans cette culture-là. Mais il y a un moment aussi, il faut choisir. Faut aller habiter au milieu de la campagne si on veut pas de bruit. C'est ça, exactement. Mais je profite juste d'une chose, c'est que puisqu'on a cité Anatole Delaforge, le nom de la rue, et je ne connaissais pas ce monsieur, du coup, je suis allé vérifier. Pour notre culture, c'est un ancien journaliste et homme politique. Voilà, au moins. Donc un homme politique. Si on ne connaît pas le nom de cette rue, au moins on connaît. Si on ne sait pas où est cette rue, au moins on sait qui est Anatole Laforge. Pour qui elle a été je partage parfaitement tout ce qui a été dit, notamment par Arnaud. Et je terminerai juste par une petite question. Paris est-il encore une fête ? C'était l'expression consacrée. On peut encore se poser la question. Et puisque vous avez la parole, mon cher Mehdi, gardez-la le coup de cœur aussi. Décidément, nous sommes dans un élan positif pour Tech-Ter. C'est une entreprise d'innovation quand l'innovation de la technologie va se mettre au service de l'armée. Oui, alors c'est un événement qui a été organisé par le commandement du combat futur. Donc c'est l'armée de terre française. Et on est bien dans un environnement chrysogène au niveau international, on le voit bien. Et donc l'objectif, c'était de faire en sorte que les tacticiens et les techniciens de l'armée, c'est-à-dire des industriels, des ETI, des TPE, qui sont en capacité d'innover beaucoup, rencontrent les personnes sur le terrain, c'est-à-dire à l'armée de terre, et qu'il y ait une innovation technologique sur ce sujet-là. Donc c'est pas juste l'état-major français, ça a été impulsé par le colonel général Baratz, c'est pas juste l'état-major français qui prend des décisions, qui va acheter du matériel. Non, là, il y a véritablement une innovation qui se fait par le bas. Ça ressemblerait beaucoup, si je dois faire une analogie, avec le Kaizen dans le toyotisme. C'est-à-dire que le militaire lui-même peut prendre en considération certaines... Il connaît mieux le terrain que tout le monde. Il peut être en capacité de dire, mais écoutez, moi j'ai tel besoin à ce niveau-là. Et donc, il y a une totale synergie qui est créée. Et ce type d'événement Tech-Ter, c'était la première édition hier, j'ai été invité et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a plein de petites entreprises ou de TPE qui font un travail formidable sur l'intelligence artificielle pour améliorer la vie du combattant, pour essayer d'améliorer sans cesse, pour faire en sorte que la capacité militaire française de l'armée de terre soit efficace sur le terrain. Et je prends un exemple très concret, ça m'a fasciné. Sur les drones, on parle beaucoup des drones. Donc on a été notamment avec la guerre en Ukraine, la dronisation des combats qui a totalement fait basculer. Et justement, ils partent du terrain d'action de l'Ukraine. Ils se disent, mais effectivement, la technologie est en train de changer la tactique. Donc nous, armée française, on doit s'adapter à tout ça. C'est aussi une question de souveraineté nationale. Et en allant au salon du Bourget, on avait vu qu'il y avait beaucoup de drones, des énormes drones. Et là, on voit, il y a plein de petites technologies. Il y a une entreprise française qui a conçu un drone qui coûte environ 40-50 000 euros. Et le seul moyen de contre-mesure efficace pour lutter contre ce drone-là, c'est un missile à 1 million d'euros. Vous imaginez l'avantage technologique que ça peut être sur le terrain. Donc c'est un événement formidable. Il faut absolument le mettre en avant parce que l'armée de terre, on n'en parle peut-être pas assez. Mais là, c'est ce qu'il faut faire. Ça permet l'innovation. C'est aussi l'esprit pionnier. C'est-à-dire faire valoir le travail des soldats, pas juste la tactique. Donc c'était absolument mettre en avant. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, en tout cas dans l'actualité, cette nécessité de faire venir la société civile à l'armée, que l'armée aille vers la société civile. En tout cas, le ministre des Armées et de la Défense, Sébastien Lecornu, est beaucoup dans cette dynamique-là. Il était au Bourget, c'est le premier à annoncer des partenariats. C'est vrai que Patrick Vignal, en un mot, que le fait que la technologie puisse se mettre aussi au service de l'armée, quand on voit l'évolution des conflits dans le monde, c'est fondamental. Vous savez, regardez, l'intelligence artificielle, elle va révolutionner la santé, l'économie et la militarisation. Et franchement,
Sébastien Lecornu est un très bon ministre. Il fait pas beaucoup de bruit, il fait pas beaucoup de déclarations, mais je pense qu'il a compris, et c'est vrai qu'on aura un vrai débat sur effectivement l'arrivée des drones aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc la révolution avec l'IA aussi va compter aujourd'hui sur nos armées. Et on aura l'occasion de reparler et du président de la République et du ministre des Armées avec ce débat sur le potentiel retour d'un service militaire. Comment, sous quelle forme? Est-ce que juste l'idée est quelque chose que vous saluez au 0826 300 300? Et autour de cette table, et je vous l'annonce, il y a un petit sujet qui vient tomber, ça rejoint notre discussion. Figurez-vous que la ville des Sables-d'Olonne a décidé d'expulser des plages les fameux vendeurs ambulants. Vous savez, les vendeurs de beignets, de glace. Est-ce que là aussi, voilà, on peut plus bronzer au bruit des chouchous, chocolat, vanille, c'est fini, c'est une décision des Sables-d'Olonne. On va en discuter si aussi vous saluez cette décision, parce qu'on ne pouvait plus de ces bruits insupportables sur la plage. Vous êtes un Parisien qui veut du silence, vous le saluez, vous pouvez nous appeler, ou au contraire, c'est le règne de la tranquillité. C'est peut-être la même dame que la rue Anatole de la Forge. Bien sûr, on va se renseigner, c'est normal qu'on va mener. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez raison de l'être. Il est 10h58, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Avant de plonger dans l'actualité, notamment le sujet qui n'arrête pas de nous faire réagir autour de la table, les Sables-d'Olonne qui ont décidé d'expulser les vendeurs itinérants. Vous savez, sur la plage, ils vous vendaient des glaces, parfois des revues, parfois des beignets. Et donc, c'est les commerçants, vous savez, du Remblai, donc de ce long trajet en pierre le long de la plage, qui ont dit « Oui, mais en fait, c'est de la concurrence déloyale, c'est pas bien, on n'est pas content. » Et tout ça va certainement finir devant le tribunal. Avec quand même une petite anecdote sur ça, c'est que c'est la police municipale qui va être chargée d'expulser les marchands itinérants. Je pense qu'il faut faire un tour du côté des Sables-d'Olonne cet été. On a l'occasion d'avoir 2-3 fous rires. Mais avant ce sujet, la suite des coups de cœur et des coups de gueule, je me tourne vers vous, Frédéric Fougera, pour le coup de gueule contre l'INSEE. On en a parlé sur cette antenne, qui a publié une étude concernant les logements qui seraient en France trop sous-occupés. Je cite. Alors je sais que le sujet a déjà été évoqué ici et commenté. Alors c'est pas un coup de gueule contre l'INSEE, mais je veux quand même parler de l'INSEE qui prétend qu'une partie des ménages français vivraient dans des logements largement sous-occupés, donc comprendre trop grand. Et je veux pas débattre ici de l'arbitraire de cette appréciation et de l'atteinte à la liberté de propriété dont elle serait notamment coupable. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt l'intention derrière cette information. D'ailleurs, c'est pas une statistique comme est supposé produire l'INSEE, c'est une appréciation politique. En tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est le rôle de l'INSEE de nous expliquer comment vivre? Personnellement, je ne crois pas. Ce qui me préoccupe, c'est aussi que cette information arrive dans un agenda politique où de petites et de grosses voix interviennent sur le sujet. Par exemple, le Bureau européen de l'environnement, comme la chercheuse Pia Mamut, prône l'idée de limiter le nombre de mètres carrés par personne et par logement pour réduire leur impact carbone. Alors, quand certains parlent de Khmer vert, j'ai le sentiment quand même qu'on s'en rapproche, quoi. Non pas que la question de l'écologie ne soit pas essentielle, mais la manipulation et l'arbitraire qui se cache derrière cette vision politique, je la vois pleine de biais cognitifs. Un biais de cadrage qui présente le supposé surplus comme un abus, un biais d'ancrage qui voudrait imposer la norme comme une évidence, un biais de jugement en évoquant le mal logement pour choquer et pour appeler à l'émotion plutôt qu'à la réflexion. Et puis enfin, un biais de faux consensus pour faire croire que c'est moral et donc obliger les esprits à se soumettre à un nouvel ordre moral. Voilà. Pour moi, nous ne sommes pas dans une confrontation de chiffres, ce qui est supposé produire l'INSEE, mais plutôt dans une guerre de récits. On cherche à atteindre la liberté de l'individu au prétexte de créer des droits collectifs et on désigne de faux coupables pour créer des victimes et puis pour demain attendre qu'elles se rebellent. Tout ceci ressemble pour moi à une manipulation pour fabriquer l'illusion d'un faux consensus. Je m'interroge et je trouve ça très inquiétant. Et vous disiez en introduction de votre coup de gueule, c'est pas typiquement contre l'INSEE, mais moi j'ai eu envie de passer un coup de gueule contre l'INSEE qui produit ce genre d'études. On est dans un moment où on n'arrête pas de s'interroger sur les grandes agences, aussi importantes qu'elles soient, sur parfois la qualité, la pertinence de leurs études. Est-ce que c'est le rôle de l'INSEE de passer des mois de recherche, je vous pose la question, pour nous dire, alors en fait il y a un retraité qui a payé sa maison il y a des années, qui a grandi avec ses enfants, qui maintenant sont plus là, et donc c'est un peu scandaleux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick Vignal, ancien député Renaissance? C'est quand qu'on va arrêter d'emmerder les Français? Ça suffit maintenant. On nous dit comment vivre, comment on doit manger. Moi, je suis pas fumeur, hein. J'ai pas de souci avec ça. Mais enfin, on marche chez les fous. On est dans un pays où c'est chacun pour soi, ou sauf qui peut. Et ce que vous avez dit, cher monsieur, c'est le débat que j'ai eu. Moi, je me rappelle d'une retraitée, une femme seule, elle a un logement social. Elle avait 2 chambres et on lui dit, il faut que tu dégages et vives dans un studio. Elle a toute sa famille
famille, son histoire, cet appartement. Franchement, je le dis, arrêtons d'emmerder les Français. Arnaud Stéphane. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est l'appartement collectif, quoi. C'est on va revenir aux bonnes années de l'Union soviétique. Camarade, il faut que tu laisses de la place. Il y a la famille Pludonsky qui va venir s'installer avec toi. Non, c'est ça. C'est l'appartement collectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Vous occupez trop d'espace, donc vous allez libérer de l'espace pour des jeunes, des sans-papiers, ou des gens qui rentrent dans la vie active. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Où un organe public, une fois plus aussi respectable que l'INSEE, juge de ce qu'est un confort habitable de façon statistique. Moi, je comprends aussi bien la personne à plusieurs qui ont envie de vivre dans un certain nombre de mètres carrés raisonnable, comme celui qui a les moyens et qui a envie d'habiter une grande villa de 400 mètres carrés. La formule même il a quand même payé avec son argent, il a payé des impôts, des taxes foncières. Voilà, s'il veut avoir sa maison avec 4 chambres, il a le droit quand même. Oui, et s'il veut aller du salon à la salle de bain en trottinette électrique, ou un tramway, il peut y aller. Manger des chouchous sur la plage, il fait ce qu'il veut. Un petit rage pour ce sujet. Pour moi, c'est du communiste. Non, pas du tout. Non, je suis libéral plutôt, du coup, c'est compliqué. Mais ce qui est le plus déranant, c'est qu'il y a une injonction morale derrière. Il y a presque culpabilisante. C'est-à-dire que derrière le chiffre, il y a une réalité humaine. On parle de personnes qui ont payé leur maison, qui ont fait vivre leurs enfants dedans. Il y a aussi un attachement affectif au bien qu'on a vécu dedans. Et finalement, le chiffre de l'INSEE vous dit foncièrement, en fait, vous avez plus besoin de vivre dedans, il faut faire vivre d'autres personnes dedans. Moi, je trouve ça culpabilisant, je trouve ça très moralisateur. Et l'idée derrière, elle est quand même assez perturbante parce que c'est une moralisation du débat public sur un sujet du logement qui ne doit pas l'être. Mais surtout, il y a du concept derrière. Parce qu'il y a quand même des gens qui se sont penchés sur le mètre carré habitable. Donc, c'est ça, en fait. Donc il y a quand même quelqu'un qui a conceptualisé ça. Voilà, c'est ça qui est génial. Et puis, on est quand même dans une démarche hyper postmoderne. Parce que c'est plus votre vélo, c'est le vélo collectif, puisque c'est le Vélib. C'est plus votre voiture, c'est la voiture collective. C'est plus votre résidence secondaire. D'être propriétaire, de plus être propriétaire, en fait. Pas de maison, pas de voiture, pas de vélo. Vous avez vu autour de la table les dernières études régulières sur la fin du petit bout de terrain. C'était le but d'une génération pendant un temps. On disait enfin on va gagner notre vie, le petit lopin de terre et la fameuse maison individuelle. Et de plus en plus, la classe moyenne n'a plus du tout envie de ça, malheureusement. Frédéric Fougera. Dans le même raisonnement, en fait, on ne tient pas compte de la nuance d'une personne qui, pour un même budget, va choisir par exemple d'habiter en banlieue ou en grande banlieue pour disposer d'un espace plus important, mais au prix de 1 heure ou 2 heures de transport en commun, ou une autre personne, ou la même personne avec le même budget qui va préférer habiter dans l'hypercentre, mais du coup dans un logement beaucoup plus petit, mais avec d'autres avantages. Tout ça, on n'en tient pas compte. On veut décider. Une personne qui n'a été mandatée, qui n'a aucune légitimité, mandatée par personne, décide du nombre de mètres carrés dans lequel vous devez habiter, quelles que soient les conditions, quel que soit le contexte, quelle que soit votre vie, quels que soient les efforts, quelle que soit la richesse que vous produisez, l'effort que vous faites pour gagner votre vie ou pas. On est limite sur le totalitarisme dans la définition d'Hannah Arendt quand même. C'est-à-dire qu'on en est à... on va t'imposer ou tu dois vivre. On va imposer non plus un système idéologique, mais une application de cette idéologie dans la vie de tous les jours qui va prendre le pas sur tout le reste. Et il faut lire l'enquête parce que les mots utilisés, c'est vraiment ce qu'Orwell appelait la novlangue, c'est-à-dire que vous avez des logements d'un taux d'occupation pas suffisamment exploité, c'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement pseudo-scientifique. Oui, c'est vraiment ça. C'est de la pseudo-science. Patrick Vignal, je me tourne vers vous pour le coup de cœur. On termine sur une note positive. C'est une jeune championne de duathlon originaire de l'Hérault. Écoutez, un parcours exceptionnel de Camille Laurent, 23 ans, champion du monde de duathlon, c'est-à-dire vélo et course à pied. Et ce que je trouve magique, elle a le bac mention très bien. Elle pourrait faire des études supérieures. Vous savez ce qu'elle fait à Marcia, qui est une magnifique ville de 8000 habitants. Elle a passé un CAP de pâtisserie. Génial. Et je peux vous dire, chers messieurs, si vous venez chez moi entre un vin rouget exceptionnel et la pâtisserie de Camille, et là où je suis un petit peu en colère, c'est que cette gamine, c'est un espoir, mais il n'y a pas de partenaire. Parce que les grands sponsors, ils attendent qu'elle ait la médaille et qu'elle soit très reconnue pour venir taper. Donc je l'annonce ce matin, elle s'appelle Camille Laurent, elle est exceptionnelle et son entraîneur, c'est un professeur d'EPS à la retraite qui finance lui-même les déplacements. Et là, on a une jeunesse extraordinaire, exceptionnelle, mais j'irai voir ma copine AOC, Amélie Oudéra Castera, qui est la patronne de CNOSF, et je suis sûr
Sud Radio est écouté dans le monde entier. Bah oui. Je suis certain que Amélie aura une oreille attentive pour ma petite Camille, qui est exceptionnelle. Mais j'en suis certain, surtout qu'elle a toujours eu un don pour trouver de l'argent, parfois là où il n'y en avait pas. Donc je suis certain qu'elle fera ce geste-là. C'est vrai que là, on voit vraiment en plus le passage entre les générations. Le passage entre les générations, c'est extraordinaire. Ce prof de PS à la retraite qui forme la nouvelle championne de duathlon, c'est fantastique. C'est exactement ça. Je suis allé boire un café avec deux. Le gars est à la retraite, il n'a pas une grosse somme et il a pris cette petite sous son aile et elle est extraordinaire. C'est génial parce que elle est aussi hors cadre fédéral. D'ailleurs, mais oui, elle s'entraîne seule. Mais ouais, donc c'est pas génial, encore une fois la DTN. C'est qu'elle a ouvert un laboratoire dans son garage. Enfin, moi, ce qui m'a plu, je veux dire, ce qui m'a plu, elle est brillante intellectuellement. Elle est capable d'allier l'excellence de la main et l'excellence du cerveau. C'est ça qui m'a fait rêver. L'excellence de Malin, l'excellence de Malin. Est-ce que vous savez ce que c'est l'excellence de Malin? On va y réfléchir. Peut-être que les gens de l'INSEE vont nous faire une note là-dessus. Ne donnez pas non plus de trop mauvaises idées, Arnaud Stéphane, parce que ça pourrait arriver plus vite que prévu. Tiens, peut-être que l'étude de l'INSEE a été financée par Nicolas. Vous savez, Nicolas qui paie tout. Nicolas qui paie le gaspillage d'argent public, les retraites, le trop d'impôts, le surplus. Bref, Nicolas paie, mais Nicolas paie trop. Nicolas en a marre. Il estime que le contrat social est au bord de la rupture en France. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous sentez solidaire de ce mouvement qui est en train de déferler sur les réseaux sociaux? Et pas que, les politiques commencent à regarder ce petit mouvement d'un œil inquiet. Vous voulez participer à la conversation et voilà, nous donner votre avis, mais également sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaires, votre avis, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio et comme l'a dit Patrick Vignal, vous ne pouvez pas faire autre chose que l'écouter parce qu'elle est écoutée partout dans le monde. Et vous avez bien raison, pas tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Ah, ça y est, les débats sont partout. À partir de combien on est riche? Est-ce qu'on doit être propriétaire en France? Est-ce qu'on doit plus l'être? Est-ce que la France mérite Nicolas? Alors là, on est partout. Est-ce que Nicolas finance Amélie ou Déas Castera? C'est-à-dire que là, vraiment, on est parti dans tous les sens. Mais c'est un sujet de fond, parce que c'est un conte qui explique en réalité de façon quotidienne, et c'est peut-être ça le sujet. Il y a partout des exemples dans la presse locale, régionale, d'exemples qui montrent que peut-être que les Français en ont marre et ne vont plus être consentants à l'impôt très très longtemps, et qu'il y a une rupture en réalité du contrat social. On le voit très régulièrement avec la question des retraites, on le voit avec la question du budget, et en réalité c'est un compte qui pourrait être l'illustration de ces jeunes actifs en ras-le-bol fiscal. Et je vais vous donner un chiffre pour lancer le débat. C'est vrai que ça fait cette génération en tout cas de jeunes actifs, on va dire entre 30 et 40 ans, c'est 15 ans où les revenus des actifs sont en quasi-stagnation. Ils ont connu quoi? La crise financière de 2008, ils ont connu la crise de la zone euro, ils ont connu la crise Covid. Bref, aucune génération en réalité n'a connu autant de crises de façon successive. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Est-ce que indirectement dans ce studio, vous êtes Nicolas Quipet, Arnaud Stéphane, Patrick Vignal, Frédéric Fougera? Et bien sûr, Mehdi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ma génération. Donc t'es aussi de cette génération. Ah oui. Donc oui, il y a ce sentiment-là, mais c'est comment dire, il y a un sentiment général il y a trop plein normatifs. On paie trop, on comprend pas ce qui se passe, c'est toujours inefficace. On a combien? 56% de dépenses publiques? 58. On a 110% d'endettement, je crois, sur le PIB. Tous les services publics sont à l'os. Plus rien ne fonctionne, on a l'impression. Donc il y a un sentiment à la fois de lassitude. On peut aussi parler du trop plein normatif, parce que la loi, ça coûte cher, ça paraît pas, parce qu'il faut la mettre en application. Et donc quand on est jeune, on se dit, mais finalement, tous les retraités, la fameuse classe des boomers, a eu le droit à toute cette chance dans la vie. Et quand on a 30, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, eh ben on se dit, en fait, on est passé à côté de tout ça, on n'aura pas cette opportunité-là. Donc le côté Nicolas Quipet, il peut se comprendre parce que c'est un ras-le-bol, c'est une lassitude, mais c'est aussi, et moi c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que le politique ne semble pas prendre en considération cet effet-là. C'est que cette jeunesse-là, elle se sent particulièrement oubliée sur la question des retraites, qui est une question de fond. Moi, je suis, à titre personnel, je pense pas avoir de retraite plus tard. Mais c'est d'ailleurs un sondage terrible dans ce... Sans relation avec ça. Et le Figaro Magazine décide justement de mettre ce sujet en une, et dans ses pages, il y a un chiffre terrifiant. Il y a un jeune sur 6 aujourd'hui qui estime que plus tard, il n'aura pas de retraite. On est quand même en France, soi-disant 7e puissance du monde. Je rappelle que sur les comptes et les réseaux sociaux Sud Radio, notamment impôts, retraite, dépenses publiques, gaspillage, êtes-vous Nicolas Quipet? Oui, à 90%, avec notamment des commentaires, je pense à Carla qui dit, moi j'étais Nicolas Quipet, mais j'ai décidé de partir. Ok pour
pour la fraternité, ok pour la solidarité, mais c'est certainement plus en ayant une telle différence entre le salaire net et le salaire brut. Plus certainement entre un système qui ne fonctionne plus. Il est hors de question que je participe à ça. J'ai décidé de m'en aller. C'est ça qu'on provoque aujourd'hui en France. Il y a un vrai débat, ce que dit Mehdi. En fait, il y a une défiance envers la classe politique, notamment sur la natalité. Vous savez, moi, j'ai eu des assistantes parlementaires qui avaient une trentaine d'années qui me disaient « Je veux pas faire d'enfants parce que j'ai peur que la planète brûle et je n'aurai pas de retraite. » Donc, on a un vrai débat sur une défiance politique, c'est le premier point. Mais moi, je voudrais dire quand même, parce que vous savez que j'ai la parole libre, on a fait 1000 milliards de dettes sous les quinquennats d'Emmanuel Macron, mais je vais vous rappeler que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 2007, on a fait 600 milliards. Et François Hollande, 400 milliards. Vous savez, je vais vous dire, c'est du symbole, la politique. Moi, j'ai pas de problème, je paie beaucoup d'impôts. Mais je pense que si on veut clarifier un petit peu et donner de l'espoir à des jeunes comme Mehdi, de nous faire des gamins, parce qu'il y en a besoin pour payer nos retraites à nous les vieux, il faut avoir un autre discours. Et il faut que ça démarre, je vais vous dire, il faut que ça démarre par toutes les classes sociales. Il faut faire des économies sur l'Élysée, sur l'Assemblée, sur le Sénat, sur les 400 agences. Là où vous avez raison, c'est que actuellement, quand on parle partout d'économie et que je vois des personnalités comme Pierre Moscovici venir nous expliquer que tous les Français vont devoir faire des efforts, il y a quelque chose d'insupportable. Les politiques peuvent pas. La commission des Cours des comptes. Non, mais c'est bien pour ça. Ils peuvent pas faire le tour des plateaux. Ça a souvent des airs de démagogie, mais il y a un moment, un principe de réalité. Vous parliez de symboles. Vous pouvez pas demander en permanence à ceux qui triment de faire des efforts, de se serrer la ceinture quand vous voyez que derrière il y a des dépenses considérables. Je vais vous donner un exemple pour finir. Vous regardez, il y a eu la crise Covid. On a aidé toutes les entreprises. C'est quand même 500 milliards. Moi, je me suis battu, je suis chef d'entreprise sportive pour que les clubs sportifs qui ferment soient aidés, les restaurants, 500 milliards. Bien sûr. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il y a besoin, pendant 2-3 ans, de demander à ceux qui ont beaucoup, pas à ceux qui gagnent 2000 €. Je trouve scandaleux de demander à un smicard 50 centimes sur une boîte de médicaments. Il n'a pas les moyens. Par contre, ceux qui ont vraiment les moyens, et parce qu'ils gagnent 4000 €, ceux qui ont fait des fortunes, on pourrait leur demander exceptionnellement. Mais ça, c'est la comme France. Chaque année, Mais vous savez comment c'est la France? Exceptionnel, ça devient. Ça devait être exceptionnel. Voilà, et ça devient une réalité. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire. Mais le symbole, c'est commencer par l'État. Frédéric Fougera, présidente Tenkan Paris, justement, une agence de communication. Vous, sur les symboles et la politique, quand vous voyez Nicolas Quipet, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne communication? Apparemment, oui, parce que tout le monde en parle. Alors, assurément, c'est un très bon coup de com'. Mais pour commencer, je voudrais revenir sur la mauvaise com' de tous ces élus, de tous ces responsables publics qui viennent justement expliquer que tout le monde devrait mettre la main à la poche ou tout le monde devrait faire des économies. Non, ce sont eux, les responsables publics et politiques, qui devraient chacun se demander comment je vais mieux gérer mon périmètre pour qu'il coûte moins cher et pour que j'ai à moins solliciter la taxe ou l'impôt. Mais rappelez-vous, Amélie Montchalin, ministre des Comptes Publics, il y a un mois dans le JDD, qui dit, je le dis clairement, les comptes n'y sont pas. Parce qu'il y avait un engagement quand même préalable à cette soi-disant politique d'austérité, c'était de dire tous les ministères vont devoir revoir un peu leur tambouille interne pour faire des économies. Ministre des Comptes Publics qui dit, le compte n'y est pas il y a un mois, je crois que le compte n'y est toujours pas. Donc vous avez raison, l'exemple d'abord. Mais c'est même pas l'exemple d'abord, c'est l'exemple seulement. Oui, bien sûr. On est dans un pays qui est tellement taxé qu'il y a un moment, la solution magique de toujours rajouter une taxe ou de toujours rajouter un impôt, à un moment c'est plus possible, quoi. Et sur le Nicolas Quipet, oui, je me sens aussi relativement Nicolas. Je rappelle que Je suis Nicolas, ça a été lancé pour représenter les contribuables qui paient pour les autres et donc pour exprimer un ras-le-bol fiscal. Donc je suis pas certain que ce soit seulement une question de génération. Je pense que ça concerne tous ceux qui payent, et tous ceux qui payent finalement sont pas si nombreux. Pour faire le lien avec la communication, il y a quand même un langage magique dans la communication politique, c'est la justice fiscale. Derrière la justice fiscale, en fait, on doit s'écraser, il n'y a pas d'argument pour contrer cet argument de justice fiscale, puisque c'est de la justice fiscale, tout le monde doit se taire et tout le monde doit payer. Mais la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'équité. Et en France, il n'y a pas d'équité fiscale, il y a plutôt du racket fiscal. Sur les chiffres établis sur l'année 2023, les derniers, il y avait 80 milliards d'euros d'impôts sur le revenu, c'est-à-dire 10 milliards de plus que 10 ans avant, ce qui déjà 10% des Français qui en payent 70% de cette somme. Exactement, et c'est soit 10% des Français qui payent 75% de cette somme, et seulement 45% des Français contre 50 ans avant qui payent. Donc il n'y a pas de la justice fiscale, ça c'est du pipeau. Et donc personne n'accepte d'entendre cette idée de justice fiscale. Aujourd'hui, on est dans le racket fiscal, et s'il doit y avoir la justice qui doit se mettre en place, là peut-être qu'enfin on aurait une autre relation à l'impôt. Et ça suppose que chacun contribue selon ses moyens. Donc oui, je gagne beaucoup d'argent, je paye plus que mon voisin qui en gagne moins, mais tout le monde paye. Partons et j'ai du pas côté l'impression de payer pour les autres. Du standard 0826 300 300. Bonjour Linda.
Bonjour à tous. Vous faites partie, vous, de la classe moyenne, vous nous écoutez, vous êtes du côté de Pau et vous nous dites, mais oui, je fais partie des gens qui payent pour tout le monde. Exactement, et il y en a marre. Il y en a marre, surtout quand on entend des politiques qui s'augmentent de 700 €, qui ne font absolument aucune économie, qui ne parlent jamais justement de faire des économies là où ils devraient les faire. Quand on a des politiques qui, quand ils sont en arrêt maladie, continuent à toucher leur salaire pleinement et à vous, on va vous dire, vous êtes malade, vous allez être moins remboursé. Certains traitements ne sont pas disponibles parce qu'ils sont trop chers. Enfin bref. Tout ça et j'en passe. Mais je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, Linda ? Je travaille dans la santé, justement. Oui, et justement, vous avez l'impression au quotidien, à chaque fois que vous regardez l'info, vous écoutez Sud Radio, vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous allez être la nouvelle vache à traire quand on va devoir faire des efforts. Oui, et c'est insupportable. Je vous cache pas que de toute façon, dans notre tranche d'âge, au-delà de 40, mais je pense que c'est pareil pour les trentenaires et les jeunes, on a tous envie de partir. On se voit pas finir en France. Quitter la France, vous voulez dire ? Ah oui, tout à fait. On voit que la France part en lambeaux, personne ne fait rien. Les Français, je trouve, ne sont pas assez proactifs là-dessus. Je pense que je serais la première à sortir s'il le fallait, mais avec quelque chose de bien de structuré. Pour manifester ou pour faire une petite révolte, montrer l'agacement. Oui, bloquer, ne plus payer ses impôts, je sais pas, faire un mouvement vraiment concret pour que les gens comprennent que le système repose sur très peu de personnes, et ces personnes-là sont aujourd'hui fatiguées. Tous ceux qui travaillent en libéral, tout ça vous le disent, on n'en peut plus, l'URSSAF, c'est devenu le diable. Tout le monde a peur de l'URSSAF. Je pense qu'il y en a qui en font des cauchemars. C'est plus possible. C'est plus possible. Et Linda, est-ce que je peux vous demander, vous, quand vous regardez un peu autour, vous évoquiez l'idée de partir de la France, quel pays aurait votre faveur ? Ce serait quoi ? Partir un peu en Espagne, en Italie ? Serait dans quel coin ? C'est ça, Espagne, Italie, parce qu'en Italie, ils ont réussi vraiment à se sortir d'une crise économique. Enfin, se sortir, on peut pas vraiment dire qu'ils s'en sont sortis aujourd'hui, mais en tous les cas, il y a du mieux. Comme quoi, on a beaucoup critiqué Madame Meloni, mais au final, il y a eu du. On peut critiquer, on aime ou on n'aime pas. Mais en tous les cas, ça a quand même bougé, ce qui veut quand même dire que si on veut faire des choses, on peut. Voilà, on peut redresser un pays, seulement aujourd'hui il n'y a pas la volonté en France. Donc oui, ça serait plus des pays Espagne, Portugal, Italie, Luxembourg, Suisse, ce genre de pays bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir appelé au standard au 0826 300 300 et d'avoir fait part de votre témoignage, Linda, avec cette idée qui quand même commence à s'installer dans beaucoup de têtes françaises, à savoir il faut partir, peut-être quitter le pays sur après on va dire 40 ans à trimer, à payer en France, parce que peut-être qu'il y aura la Dolce Vita un peu ailleurs. C'est un sujet qui vous passionne. On y revient dans quelques instants. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris et auteur de Anthologie de la Com, et Mehdi Reich, analyste politique. On y revient dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il y a une bonne ambiance dans le studio, ça je peux vous le dire. Et on était tous en train de débriefer le coup de fil de Linda qui nous disait, et qui, je crois, mettait le doigt sur une réalité un peu terrible de notre pays, à savoir que de plus en plus de Français, et certainement de gens qui nous écoutent, se disent, mais en fait c'est très sympathique la France, je dis pas qu'il n'y a pas des avantages, mais tout doucement la fin de vie, hop, on déploie la carte, et puis on va regarder ce qui se fait du côté de l'Espagne et de l'Italie, parce que la Dolce Vita peut-être nous appelle passé 40 ans. Arnaud Stéphane, comment vous avez trouvé l'auditrice, vous, la réalité qu'elle touche du doigt ? Nicolas Quipé. Mais on se souvient tout d'un coup, ça remonte quand on entend des témoignages comme ça, on remonte les ouvrages de Pierre Vermeuren sur la France qui déclasse. Bien sûr. Sur les limites de la métropolisation, ou ce livre dont j'ai oublié le nom des auteurs qui s'appelait La France des Invisibles. C'est-à-dire tous ces gens qui vivent... tous ces gens, Christophe Guilluy. Non, La France des Invisibles, c'était sur les gens qui vivaient en milieu rural, qui ne bénéficient pas de l'accès à la culture, qui ne bénéficient pas facilement... Stéphane Beau, qui était l'auteur de La France des Invisibles. Et donc ces gens qui renoncent à faire des études, parce que c'est pas pour nous les études. Voilà. Toute cette France qui bosse, toute cette France qui vit dans quasiment la misère sociale et culturelle, ces gens-là sont aussi des Nicolas. Bien sûr. C'est-à-dire que eux ils douillent et ils ont ni les services qui correspondent. On leur refuse l'accès à la culture. Après on va pleurer en faisant des milliards de dépenses sur les politiques de la ville. Les gens qui habitent dans la politique de la ville, ils sont à une demi-heure du musée du Louvre.
D'accord ? Quand vous habitez au fin fond de la Creuse, ou dans l'Ardèche, c'est quoi le musée ? C'est quoi l'accès à la culture ? C'est quoi l'accès aux universités ? Je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même ces gens payent et la tentation de partir à l'étranger. Vous savez, dans l'histoire, les Français, c'est ceux qui se sont le moins exportés. Voilà, ils se sont les moins exportés. Pourquoi ? Parce qu'on avait la stabilité, parce qu'il y avait à bouffer et finalement, on bougeait pas trop de son coin. Le seul moment où on bougeait de son coin, on va en reparler, c'était le service militaire. On en reparle dans quelques instants. Le seul moment où on quittait là où on habitait, c'est le service militaire. Les Français, en plusieurs siècles, ils ont bougé de quelques kilomètres. Voilà. Ils sont très attachés à leur truc. Ils en peuvent plus. Et je comprends ce que dit Linda. Mais dit sur ça et sur Linda qui nous disait franchement je paye pour tout le monde, j'en ai ras-le-bol, donc le départ il commence à se faire sentir. Ouais, mais ce que décrit Linda ou ce que tu décris Arnaud, c'est la fracture géographique. On est en plein dedans. Mais il y a aussi une dimension, en fait, on voit la différence qu'il y a entre la technocratie et le reste de la population. On voit cet écart entre le réel. Enfin, il y a vraiment un rapport à la réalité qui est totalement différent. Mais il y a aussi une dimension qui, moi, je trouve, n'est pas assez mise en avant. C'est la dimension au niveau européen. C'est que, je vais prendre l'exemple, on en avait parlé une fois ici, j'en ai fait un coup de gueule sur Alexandre Poupinski, qui était un jeune Suisse, enfin un jeune Russe, qui s'est fait sanctionner parce que son père était oligarque. Et au final, il se retrouve... L'Union européenne se retrouve sanctionnée parce qu'en fait, elle a beaucoup trop, elle a fait, en fait, la justice n'a strictement servi à rien. Qui va payer les millions d'euros qu'on va devoir... Le contribuable européen. Nicolas Quipé. Oui, c'est ça. Donc en fait, même au niveau européen, ça se retrouve. Donc en fait, mais c'est malheureusement un Nicolas qu'on peut décliner. C'est là où vous avez raison. C'est-à-dire que Nicolas Quipé, en fait, Nicolas, ça va devenir la nouvelle Martine. C'est-à-dire qu'on avait Martine à la plage, Martine en vacances. Maintenant, on va avoir Nicolas Quipé, Nicolas qui en a marre, Nicolas qui pense à partir, Nicolas qui veut arrêter ses études, Nicolas qui paie plus ses impôts. Ça va devenir une déclinaison un peu affolante, Frédéric Fougera et Patrick Vignal ensuite. Les Anglais l'ont repris à leur compte en appelant Nicolas Nick et ils le reprennent à leur compte. Donc, même aux États-Unis. Et je voulais faire un petit commentaire additionnel à l'intervention de notre auditrice Linda, dont je comprends parfaitement le ras-le-bol fiscal. Je le comprends parce que je le partage. Et derrière cette colère et ce souhait de dire, il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de quitter la France. En réalité, une fois qu'on a exprimé cette colère, c'est pas si facile de quitter la France. Oui, et donc, qui peut quitter la France ? Ce sont souvent les étudiants en fin d'études qui partent en stage, qui partent finir leurs études loin, qui partent travailler à l'étranger parfois sans revenir. très loin, et qui restent souvent, pour une partie, à l'étranger sans revenir. Ce qui veut dire que pour le pays, c'est une perte de talent et de ressources qui ne seront plus présents. Et puis, ce sont aussi les contribuables les contribuables les plus importants. Et donc, ceux qui rapportent le plus dans les caisses de l'État et qui finalement vont nous faire défaut aussi. Donc ceux qui peuvent quitter la France, c'est l'avenir et c'est la richesse. Et c'est très très mauvais signe. Un auditeur avec, vous savez, un petit graphique de comment est réparti les 1000 euros de dépenses publiques. Il suffit de regarder en effet cette image pour comprendre que rien ne va. Sur 1000 euros de dépenses publiques, 253 pour les retraites, 201 pour la santé, 107 pour le reste de la protection sociale. Il y a un problème de la répartition publique, Patrick Vignal. Moi, je voudrais dire à Linda, on a besoin d'elle. Elle travaille dans la santé souffre en ce moment. Linda, restez avec nous. Ça sera le hashtag qu'on va lancer sur Sud Radio. Linda, restez avec nous. On a besoin de vous, Linda. On vous aime, Linda. Et en plus, je vais vous dire, Linda, même avec l'application Sud Radio, à l'étranger, en Italie, en Espagne, vous pourrez écouter. Mais le monde entier, Linda, vous écoute. C'est la future Nicolas, Linda. Voilà, c'est ça. Le hashtag. Linda reste travailler dans la santé. On parlait de Nicolas. Est-ce que Nicolas va devoir payer en réalité pour le service militaire ou une nouvelle forme de service militaire? C'est en tout cas ce qui semble germer dans l'esprit du président de la République. Le 13 juillet, donc dans 2 jours, à l'hôtel de Brienne, il va faire un discours pour expliquer à quel point la France doit se réarmer pour faire face à la menace. Il y a déjà eu dans ce pays une nouvelle loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros. Apparemment, il y aurait besoin de quelques ajouts pour mieux se préparer à l'état du monde. Et dans ça, il y a eu un conseil de la Revue nationale stratégique qui a été publié. Et le président de la République nous indique, l'Élysée, je cite, il faut penser à un mécanisme pour que la jeunesse ait l'occasion de servir notamment la défense nationale. Est-ce que une certaine forme, un certain retour du service militaire autour de la table, vous le voyez comme quelque chose de plutôt positif, ou au contraire, ça y est, la formule est scellée, il faut qu'on passe à autre chose? Non, j'ai toujours été partisan de la création d'une garde nationale.
Pourquoi ? Parce que le service militaire, on est quelques-uns autour de cette table à l'avoir fait. Non, on est quelques-uns, j'ai dit. Guy, t'es pas encore né, ni ses parents peut-être. T'es pas encore né quand tu étais au service. Le service militaire, il y avait quand même dans le service militaire des choses qui permettaient à des Français de sortir de leur territoire et de rencontrer d'autres Français. Il y avait aussi quelquefois, pour certains, tout d'un coup, on arrivait à savoir où on en était au niveau de l'éducation et de la santé, parce que souvent c'était surprise. Et puis il y avait des gens qui apprenaient des métiers, et puis surtout on prenait un sacré coup de pied aux fesses. Et je peux vous dire que des gens qui faisaient le service militaire déjà pendant un an, ils prenaient leur douche tous les jours, ils ciraient leurs chaussures et ils apprenaient à faire leur lit. Oui. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change. Qu'on appelle une base dans la vie de certains. Ça change tout en vérité. Et que ce refus de l'autorité, ça va, je le ferai plus tard. Il n'y avait pas, ça va, je le ferai plus tard à l'armée. Quand il fallait faire les TIG, les travaux d'intérêt généraux, vous ramassiez les trucs toute la journée. Oui, il y avait des trucs absurdes à l'armée. Donc pour vous, aujourd'hui, même face à la nouvelle menace, c'est pas totalement idiot de repenser à... C'est quoi la citoyenneté ? Payer l'impôt ? Ah oui, ça, oui. Faire son service militaire et voter. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a même pas la moitié des gens qui payent l'impôt. Moi, je vais être clair. Moi, j'ai une belle expérience. Je suis enseignant de judo. Je me retrouve à Auxerre, former les futurs gendarmes sur les sports de combat. J'ai passé une armée extraordinaire. Et ce que tu disais, Arnaud, c'est vrai. Moi, j'ai vu des gens qui arrivaient, qui avaient peur d'être en groupe. On était un casernement de 16. On les formait au sport de combat. J'ai vu des gens qui étaient largués. Mais il y avait des militaires, il y avait des lieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de lieux, il n'y a plus de casernes. Je pense à Montpellier, le AI, ça existe plus. C'est des immeubles. C'est finalement, ils sont emmerdés parce qu'il y a eu des problèmes au ministère de l'Intérieur qui ne payent plus leur loyer. Je sais pas si je vais vous dire, c'est dur ce que je vais dire, Arnaud. C'est ringard maintenant le service militaire qu'on a connu tous les deux. Par contre, je pourrais être d'accord avec toi. Moi, j'ai fait le tour de France des quartiers difficiles. Les Minguettes à Lyon, Marseille pour ma loi médiation. On a perdu. En fait, on a cette incivilité récurrente. On n'a plus ce rapport avec l'enseignant qui était le hussard de la République, le maire qui était le bonjour, merci, l'enseignant de judo. Dans un restaurant ou dans une boulangerie, le nombre de personnes qui rentrent sans dire bonjour. Bien sûr. C'est hallucinant. Donc, il faut plutôt qu'on soit capable d'avoir une armée de femmes et d'hommes sur le respect de l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut développer. Frédéric. J'enchaîne, j'approuve. Une des vertus du service militaire, c'était certainement pas de créer une armée de chair à canon, c'était vraiment d'apprendre le vivre ensemble et le respect et la fraternité. On l'a complètement perdu. Ouais. Maintenant, le recréer aujourd'hui en réinstaurant un service obligatoire, j'y crois pas. C'est adapté. Non, mais j'y crois même pas une seconde. Pour des raisons économiques, pour des raisons organisationnelles, le coût que ça va représenter, l'organisation que ça nécessite. Universel qu'on avait essayé universel, ça a été une catastrophe et ça a coûté un pognon de dingue pour reprendre une expression aussi présidentielle. Si on fait un système de garde nationale avec des périodes de rappel, etc., c'est autre chose, puisque là c'est du volontariat. Par exemple, ça peut permettre à certains de payer leurs études. La plupart de réservistes, de gendarmes militaires. La garde nationale, c'est autre chose. J'ajoute un dernier point, c'est que l'armée ne peut pas tout. Je suis d'accord avec ce qui est dit. L'armée peut avoir un rôle social, mais elle n'est pas là pour éduquer les jeunes. Elle apporte quelque chose. Elle peut momentanément former des gens, peut-être même leur trouver une vocation. Ça peut même des fois servir, j'ai pas envie de roue de secours, mais des gens peuvent se dire, ah en fait j'ai envie de faire ça, mais elle ne peut pas résoudre tout. Ça peut pas être une solution miracle qu'on brandit en termes de communication en disant, on va regarder, tout est en train de se liquéfier dans la société. Le dernier symbole d'un peu d'autorité ou de cadrage, c'est l'armée. Ça peut pas être l'armée qui résout tout à ce niveau. 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour. Merci d'appeler Sud Radio. Est-ce que vous avez fait votre service militaire, Guy ? Oui. Et donc, est-ce que vous êtes favorable au retour du service militaire, je dis bien, aujourd'hui ? Alors, moi, j'observe la société telle qu'elle est maintenant, et je vais vous dire, c'est pour faire un service militaire woke, c'est pas la peine. C'est quoi ? Guy, selon vous, c'est quoi un service militaire woke ? Écoutez, quand vous êtes dans la rue, que vous voyez les gens marcher, vous vous demandez si c'est des gars, si c'est des filles. J'ai rien contre, c'est la manière de vivre maintenant, c'est pas un problème. Mais bon, le truc, c'est que si il y a besoin d'intervenir sur le terrain, c'est pas avec la fleur au fusil qu'on y va. Vous Guy, alors sans tomber dans le cliché que j'essaye de résumer votre pensée, vous dites en réalité, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, si demain on doit se préparer à la guerre, la France peut ne pas être sauvée du tout.
Et puis il y a surtout un truc, c'est que quand j'ai entendu sur les ondes 2 ou 3 fois des maires qui étaient allés se plaindre quand ils faisaient le service le service là qui a été mis en place pendant le service national universel. Voilà, alors mon petit on l'a repris et c'est pas bien quoi. Mais quand vous êtes là, je vais vous dire si il y a un gradé qui vous dit que vous allez au trou, vous allez au trou et vous devez obéir, vous devez faire ce qu'on vous demande de faire. 3 dont 2. Je pense pas que notre jeunesse soit prête à ça. Voilà. Mais pour vous quand même l'idée, Guy, puisque c'est le sujet, l'idée de mettre en place quelque chose qui ressemblerait, vous y êtes plutôt favorable, de ce que je comprends. Oui, dans l'idée on n'aurait jamais dû le supprimer. On n'aurait jamais dû le supprimer. C'est que ça donnait quand même même si moi on peut pas dire que j'ai eu besoin de m'épanouir là-bas, mais bon j'ai rencontré des gens, c'était sympa. C'était de la franche camaraderie et quand même un certain rappel pour les règles en communauté qui n'étaient pas désagréables. Exactement, parce que je veux dire, si vous voulez, ça correspond un peu au scoutisme qu'il y avait à l'époque. Voilà, oui. Donc le scoutisme et on vous faisait faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Donc voilà quoi. Je pense que si c'est fait sérieusement. Mais je pense pas que ça ira dans ce sens-là. Mais vous savez ce qu'on va faire, Guy, vous allez nous envoyer un dossier à Sud Radio, on va l'envoyer au ministère des Armées, vous ferez partie des encadrants si jamais il y a quelque chose qui se montre, Guy, je pense que c'est une très bonne idée. Et après Nicolas, Linda, Guy maintenant. Hashtag Guy. C'est Sud Radio, on rassemble la France, messieurs, et c'est pas une petite mission. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Restez sur Sud Radio, on revient dans quelques instants pour poursuivre ce débat et notamment de parler vous savez, vous êtes peut-être habitué sur la plage, notamment si vous êtes du côté des Sables-d'Olonne, à avoir des petits beignets, des petites glaces qui défilent. C'est fini, mesdames, messieurs. C'est de la concurrence déloyale. Mort aux marchands. Apparemment, c'est ça le projet. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, on va partir du côté, puisque certains d'entre vous sont peut-être en vacances là-bas, sur la plage, en train de faire une petite balade. Et là, ils vont se dire, tiens, puisqu'on est avec nos enfants, est-ce qu'on se grillerait une clope? Ah non, c'est fini ça sur les plages. Et si on se prenait une glace? Mais non, c'est fini aussi les glaces. Et puis les beignets, c'est fini aussi parce que, et les chouchous, mais tout ce qui était transporté par ces marchands itinérants, ces vendeurs ambulants sur les plages, du côté des Sables-d'Olonne, on a décidé de les interdire parce que visiblement les commerçants locaux ont décidé que c'était de la concurrence déloyale. Autour de la table, est-ce que ça peut se comprendre? Parce que quand on trime tout l'été, on fait qu'une saison, peut-être les commerçants installés sur le fameux remblai, c'est une sorte de grande promenade des Anglais, un bout de béton sur lequel on marche en fait pour voir la plage. Non, mais c'est vrai, c'est quand même ça le principe. Et donc certains commerçants évidemment se disent, j'ai 4 mois pour faire ma saison avec des chouchous, des churros, des glaces. Et il y a ceux qui sont peut-être des étudiants, qui sont insolents en plus, qui marchent en claquettes sur la plage en débardeur et qui font leur blé comme ça. Et c'est vrai que c'est des clients en moins pour eux. Patrick Vignal. Vous savez, le problème qu'on a je vous sens très concerné là par ce sujet. Oui, parce que regardez, je pense aux restaurants de plage. Moi, j'ai pu faire un accord sur la Grande Motte, Carnon et Palavas entre les commerçants, les restaurateurs et ceux qui avaient des restaurants sur la plage. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui me gêne dans cette société, c'est que personne n'a pas faire des compromis. Je suis désolé, mais le jeune étudiant qui fait 12 heures à pousser un chariot qui fait 100 kilos en plein cagnard pour gagner un peu d'argent en vendant des chouchous, moi ça me plaisait cette France. Il y en a marre maintenant, entre le bar des 10 piafs, entre les mecs sur les places qui veulent jouer au foot. Non mais c'est quoi cette France où tout est fermé maintenant? Non, c'est une France cadenassée que nous voulons, et c'est vrai que si j'étais moi le maire des Sables-d'Olonne, j'aurais réuni les commerçants sédentaires, les vendeurs de chouchous, et j'aurais fait un partenariat. Alors j'ai envie de dire aux restaurateurs, vendez-les les chouchous. Comme ça, mon jeune étudiant, il fera un peu de thunes pour se payer le loyer à Paris. Voilà ce qu'on a. On a besoin d'une belle jeunesse. Le gestionnaire d'une entreprise du côté des Sables-d'Olonne, qui lui emploie une trentaine de vendeurs ambulants, évidemment, refuse totalement de disparaître et va porter l'affaire en justice. Ce qu'on apprend aussi, qui est quand même intéressant, je ne sais pas comment vous observez ça, vous, Frédéric Fougera, c'est la police municipale en attendant qui va avoir l'ordre de les expulser. C'est quand même le meilleur moyen d'opposer la police et ses habitants.
C'est surtout une interrogation sur le rôle de la police municipale. Est-ce que le rôle de la police municipale, c'est de garantir une forme de sécurité, de tranquillité, de rassurer la population, ou est-ce que c'est d'aller faire la chasse aux petites dérives ou non d'ailleurs? Parce que là, d'un côté, on parle d'étudiants qui triment pour gagner un peu d'argent, mais en l'occurrence, là, il s'agit pas d'étudiants, il s'agit d'une société. Il y a 30 employés, c'est-à-dire que c'est une société qui est légale, qui paye des impôts, qui paye de l'URSSAF, qui paye ses salariés. Donc finalement, on oppose deux activités économiques. C'est juste un jeu de concurrence qui n'est pas accepté par les uns ou par les autres. Donc en plus, on est plutôt dans une forme de délire total, quoi. Et je voulais juste revenir et avoir une petite critique sur votre introduction du sujet où vous parliez d'un côté de la cigarette, de l'interdiction de la cigarette, et de l'autre côté de ce sujet-là. Je pense qu'il faut pas non plus tout mélanger et tout mettre au même niveau. La question de la cigarette, c'est une question de santé publique. Il y a énormément de pays dans lesquels la cigarette elle est interdite partout, dans tout l'espace public depuis longtemps. Ça n'empêche pas les gens de vivre. Il faut juste ne pas être hypocrite. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, mais on peut pas dire d'un côté la cigarette ça tue, c'est dangereux, ça coûte très cher en matière de santé publique, et puis après de dire oui mais il faut pas empêcher les gens de fumer. Donc faut dire la vérité. Et juste peut-être que l'association des deux entre l'interdiction du chouchou et la cigarette, c'était pas le meilleur amalgame possible. Je défends cette introduction dans le sens où je pense que pour beaucoup de Français qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a la sensation qu'il y a une perte de liberté. Ça va en effet de l'allumage de la clope, même si l'objectif est noble. Et parfois, les gens aimeraient se dire, écoutez, débrouillez-vous pour que la plupart du temps, on ait accès à des plages propres, en toute sécurité, plutôt que nous interdire de fumer. Arnaud Stéphane, sur ce sujet justement de l'expulsion, en tout cas sur la grande plage des Sables-d'Olonne, ça ne sera pas le cas partout en Vendée, mais d'aller expulser certains. Ça, je vais vous dire, ça commence comme ça et ça finit par fermer le bar des Édith Piaf. mais c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Je vous ai senti, Arnaud, sur ça. C'est quoi les souvenirs d'enfance sur les plages? C'est quoi ces souvenirs? C'est quoi ce qui nous lie à un endroit? Les bagarres dans l'eau avec mon petit frère. Déjà, ça. Déjà. Voilà. Et les glaces et les chouchous quand on gavait les parents pour en avoir. Et de nager jusqu'à la deuxième bouée. Voilà. Exactement. Et de plonger dans les vagues. Est-ce que c'est bon pour vous? Exactement. On est lié à des endroits, on est lié à des histoires, on est lié à des sensations, on est lié à plein de choses qui nous rattachent à des endroits, à des émotions. Moi, c'est le Var, parce que c'est des souvenirs d'enfance dans le Var, et c'est la grande plage de Cavalère, avec ces vendeurs qu'on connaissait tous les ans, et qui venaient, et qui nous appelaient par nos prénoms, et qui nous connaissaient, et le photographe qui venait faire le photographe. Mais ouais, le photographe, les fameuses photos en noir et blanc au bord de l'eau avec les parents ou avec les sœurs, etc. Peut-être pas à mon époque, mais oui, à l'époque. Vous êtes très âgé, Arnaud. Vous êtes très vieux. Non, mais les problèmes, c'est beaucoup plus artistique. Est-ce que vous avez expliqué que Pompidou n'était plus président? Je suis né sous Pompidou, donc je m'en rappelle. On lui a appris ce matin. Ça a été un choc, mais je m'en remettais pas. Pierre, d'ailleurs, il n'est plus là pour défendre son dernier album. Mais on est attaché à ça. Faire disparaître tout ça, c'est là aussi, ça participe de la destruction de ce que nous sommes, de l'histoire, de notre histoire immatériel. Exactement. Mais exactement. S'il reste plus rien, vous avez une société qui est complètement aseptisée, avec mais qui accepte en revanche qu'on vienne vous emmerder sur une plage avec des groupes bruyants qui mettent de la musique, etc. Ah ouais, avec des enceintes. Parce que dans ce cas-là, interdisons les enceintes portatives avec les morceaux immondes à côté de chez vous. Voilà. Moi, je préfère les vendeurs de chouchous sur les plages que les emmerdeurs avec des baffles qui mettent de la musique de daube toute l'après-midi sur la plage. Écoutons la jeunesse qui n'a pas connu Pompidou et Édith Piaf. J'ai pas connu Pompidou et Édith Piaf, mais j'ai connu les chouchous et je me souviens encore que j'embêtais grandement mon père pour qu'il m'en achète parce que avec un petit sentiment de culpabilité à la fin, mais tu l'as quand même eu ton chouchou. T'es content. Mais non, mais c'est important parce que ce que décrit Arnaud, ce que tout le monde a décrit, c'est qu'on petit à petit on fait des petites concessions sur soit des petites parcelles de vie qu'on peut avoir, des petits plaisirs personnels, c'est aussi des moments de vie et de partage. Et la suppression de ça, en fait, c'est renoncer finalement à ce qui nous unit. Tu parlais d'immatérialité. En géographie, on appellerait ça l'espace vécu. C'est que, chacun a son petit vécu de la France. Chacun a son petit vécu sur sa petite plage avec ses parents quand il est gosse. Et donc, on est en train de petit à petit renier sur ça. Il faut absolument pas le faire. Et en plus, je suis sûr que la police municipale,
Sincèrement, elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Non mais c'est surtout, je pense qu'elle va pas avoir envie de le faire. Bah non, en réalité, il fait chaud, vous avez de la délinquance un peu partout, vous préférez être en train de régler. Donc c'est bien pour ça, entre la cigarette et la sécurité. Mot de la fin, Frédéric Fougerat, il reste quelques secondes. Et non, juste sur l'image de la police municipale, parce que ça me fait penser aux gendarmes de Saint-Tropez, de voir ces pauvres gendarmes à qui on demande de courir après les nudistes. Voilà, je trouve que c'est exactement cette image-là. Alors Arnaud, le bar, les nudistes et les chouchous. Voilà la prochaine émission. Mais ce sera un sommaire. Merci messieurs de m'avoir accompagné sur Sud Radio pendant 7h30 de débat. Merci à Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Merci à Patrick Vignal, l'ancien député Renaissance de l'Hérault, qui a fait un petit clin d'œil à Amélie Oudéa-Castéra pour une jeune championne, et on la sponsorisera ici sur Sud Radio. Camille Dupont. Camille Dupont. Et on va la suivre surtout. Mais bien sûr. Merci Frédéric Fougerat d'avoir été avec nous, président de Tenkan Paris, l'agence de communication, et auteur de Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Merci beaucoup Mehdi Raïch, analyste politique, d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, retour sur une affaire qui a tenu la France en apnée, l'affaire Cédric Jubilard. Figurez-vous qu'on risque d'avoir un basculement. Sa nouvelle compagne a dit avoir recueilli de nouvelles confessions lorsqu'elle allait le voir régulièrement dans le parloir. On en parle dans quelques instants avec justement Sébastien Deveau, qui est détective et qui connaît très très bien justement cette affaire, qui connaît très bien aussi cette compagne, et qui va nous éclairer pour savoir où en est cette affaire. Est-ce qu'un jour on va comprendre ce qui s'est réellement passé entre Cédric et Delphine Jubilard? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.